Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, où aujourd'hui nous allons parler d'économie pour changer un petit peu. Alors, expliqué par mon père, c'est de plus en plus difficile parce que c'est de plus en plus compliqué. Hein. Alors, j'ai deux annonces de non égale importance. La première, c'est que Charles avait un petit boubou sur le nez qui l'a fait brûler. Donc, s'il a le nez rouge, ça n'est pas parce qu'il a picolé à 11h du matin, mais parce qu'on lui a brûlé un petit boubou qui se gratte. Ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point important, l'émission qu'on a fait la semaine dernière, qui était une émission de sociologie sur les classes sociologiques, je tiens à vous dire que ce n'est pas notre découpage. Ce qu'on vous a fait, c'est on vous a recensé ce que les sociologues font eux de leur côté. Donc il est inutile dans les commentaires de dire vous vous trompez, ça n'est pas comme ça. Je relate, je n'ai aucun impact. Et bon, que la génération X soit coupée là où elle est, la Y, ou que vous ne vous sentiez pas vous-même comme appartenant à une génération, c'est pas de ma faute. Et il faut dire aussi, c'est des échantillons statistiques, parce qu'il faut faire attention à un problème. C'est que vous dites, par exemple, dans un dîner en ville, allez, la démographie s'écroule en Allemagne. Et il y a toujours quelqu'un qui vous dit, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, ma belle-fille a 3 enfants. Ma belle-fille qui est allemande a 6 enfants. Alors vous dites, oui, mais madame, il s'agit d'une moyenne et votre belle-fille est très très loin dans la moyenne. Donc le fait que vous ne vous sentiez pas boomer ou j'en sais rien, veut pas dire qu'il y a une espèce de classe qui se ressemble et que vous êtes pas dedans. Mais voilà, c'est la loi des grands nombres, en quelque sorte. Donc, voilà. C'est la difficulté des approches statistiques des phénomènes sociaux, c'est que les gens disent, mais je ne me reconnais pas. Bah oui. Mais sinon, maintenant, si vous tenez à me faire dire que la sociologie, ça sert à rien, à l'exception de Max Weber et de quelques-uns, j'aurais pas... Écoute, voilà. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant et je pense que si tu es patron d'une boîte, c'est pas inintéressant de savoir comment intuitivement les personnes vont réagir et comment tu peux peut-être être un meilleur patron, manager, comme on dit à notre époque, savoir un petit peu... Et si tu es dans la publicité, c'est indispensable. Voilà. Exactement, dans les relations humaines aussi, pour savoir comment gérer tes troupes de façon efficace, parce que quelque chose qui peut être pris bien par une génération peut être une offense pour une autre, et ainsi de suite. Donc, bon, voilà, c'est juste des petits trucs pour... Voilà, on essaye de repérer les points communs des gens. Tiens, l'autre, il ronfle. Ah non, mais il ronfle, mais tu peux pas savoir ce qu'il m'a fait cette nuit, je n'en peux plus, je ne dors plus. Quant à nous allons vous parler d'un sujet qui nous plaît guère, mais on est bien obligé, qui est la situation de la France. Vous avez dû voir depuis quelques semaines que Bruno Le Maire, flanqué d'Emmanuel Macron, ou dans l'autre sens, je ne sais pas, parce que c'est un peu Dupont et Dupont, Durand et Durand, je ne sais pas ces deux-là. Vous vous souvenez ce que disait c'était Napoléon qui avait vu passer Talleyrand appuyer sur Fouché. Il disait c'est le vice appuyé sur le crime. Et là, c'est l'incompétence appuyée sur l'insuffisance, si vous voulez. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Ou l'insuffisance. Ou l'incompétence appuyée sur l'insuffisance. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut dire de ces deux-là, mais enfin, bref. Et donc... Aujourd'hui, là, depuis la semaine dernière, on avait Bruno Le Maire qui était à l'Assemblée nationale et qui poussait des cris d'orfraie en nous expliquant qu'il allait falloir trouver 20 milliards. Alors déjà, 20 milliards je pense qu'il faut en trouver 3000, mais soit. Donc, ils veulent trouver 20 milliards d'économies. Bon, c'est bien qu'ils se réveillent, mais c'est un peu tard, jeune homme. Et là, ils font une erreur psychologique monstrueuse, c'est celle de Robespierre. Tu sais, Robespierre, il avait dit « j'ai pas coupé assez de têtes, donc il va falloir en couper plus ». Mais il n'avait pas dit lesquelles. Donc la plupart des gens dans l'Assemblée à l'époque se sont sentis menacés, c'est moi qui vais y passer, et ils se sont révoltés contre Robespierre. Donc c'est complètement crétin de dire « il faut couper 20 milliards ». Il doit dire « on va couper 20 milliards chez ces gars-là ». Et à ce moment-là, tous les autres, soulagés de ne pas être coupés, vont dire oui. Donc c'est alors, une erreur. Oui et non, parce qu'on a eu Gaël Pro-Pivet, qui est allé, je ne sais plus quelle émission, expliquer qu'il allait faire la couper dans les dépenses sociales. Alors, le sujet est large, mais dans les dépenses sociales, les transferts sociaux, voilà. Bon. Ben oui, ça, c'est pas inutile. Mais c'est ce que dit ce brave Charles Pratt, là. Il y a quand même beaucoup, 400 millions de cartes vitales.
En plus que tu as de citoyens français en âge d'avoir je des cartes sais vitales. en tous les cas qu'ils ont coupé déjà amplement dans le budget de la culture, ce qui a fait amplement réagir Rachida Dati, il paraît. Mais il va falloir, à mon avis, faire des coupes assez sanglantes dans pas mal de ministères. Et le problème qu'on a surtout, c'est le millefeuille territorial qui nous coûte un pognon de dingue parce qu'on a multiplié les collectivités à des échelons. Et il y a aussi ces espèces de transferts sociaux qu'on fait à des gens qui n'ont jamais cotisé à quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça fait un trou incroyable. Voilà. Alors, si vous voulez comprendre, parce que on vous avait expliqué qu'on arrivait dans une impasse, et il n'y a pas très longtemps, puisque dans ce qu'on appelle une trappe à dette, puisque à partir du moment où l'on emprunte sur les marchés plus cher que notre taux de croissance, or notre croissance est en berne, on emprunte sur les marchés à des taux qui aujourd'hui sont quoi, 3, mais on n'a pas une croissance à 3. Donc vous voyez bien que à partir du moment où nous, notre croissance est 1,5, et encore là il parle qu'on va être à 0,7. Ouais. Et ça, c'est avec tout l'injection dans le PIB de dépenses publiques qui accroissent. On Donc n'y est en pas vrai, à 0,7. on n'y est pas à 0,7. Donc on est littéralement dans une trappe à dette avec des dettes qui arrivent sur le marché, parce que vous savez que les OAT arrivent à terme sur les marchés. Donc il y a des tranches qui arrivent. C'est-à-dire que il y a une expression technique qui s'appelle la duration de la dette. C'est-à-dire que la France, la dette, ça doit être à 3 000 milliards d'euros. On va pas chipoter pour quelques centaines. Et elle a une duration moyenne de 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1/7 qui revient qu'on doit rembourser chaque année. Donc il y avait deux choses dans la dette. Il y a le service de la dette, les taux d'intérêt moyens sur la dette, bon ça. Et puis il y a l'arrivée au remboursement. Et il était d'usage dans un pays normal que dans le fond, le renouvellement de la dette, ça présentait jamais un problème parce que la compagnie d'assurance voyait ses dettes arriver à échéance. Bon, ben, elle leur prenait une couche. Mais dans l'histoire financière, il y a des moments où de temps en temps, la dette qui arrive à échéance, les gens veulent pas la renouveler. Alors, j'ai une question pour ça, parce qu'elle est arrivée cette semaine beaucoup par Gaël Giraud, tu me dis, qui est un ancien jésuite. Qui est jésuite. Qui est jésuite. Alors, ce monsieur Mathieu Pigasse qui a restructuré la dette du Venezuela et de l'Argentine, j'ai envie de dire. Avec le succès qu'on connaît. Avec le succès qu'on connaît dans l'un et dans l'autre. Donc, moi, quand les gens me disent, mais regardez, Mathieu Pigasse, c'est une solution, je dis, écoutez, si vous voulez avoir la vie de pain-cul que les gens ont au Venezuela et en Argentine, allons-y, mes enfants. Ça me paraît une très bonne idée. Si monsieur Milei a été élu en Argentine, c'est peut-être que monsieur Pigasse n'a pas fait un très bon boulot. Au niveau de la restructuration de la dette. Enfin, voilà. Toujours est-il. Donc, il nous disait, oui, mais attendez, ça va être très simple. On va faire des faux sur une partie. Oui, celui qui est dans la Banque de France. Voilà. Et puis, on fera pas des faux sur l'autre. Alors, est-ce que c'est possible en pratique ? En principe, non, parce que la dette est fongible, c'est-à-dire que tu peux pas traiter une catégorie de débiteurs d'une autre façon que tu traites l'ensemble des débiteurs. Il me semble que si tu crées à la source, comme pour les actions ou les obligations des classes, c'est-à-dire, voilà, il y a des porteurs de classe A, de classe B, de classe C, mais il n'y a pas dans la dette. Dans la dette, c'est tout pareil. Au nom de quoi, légalement, tu opères en disant, toi, tu vas t'asseoir dessus et toi, je vais te rembourser. La Banque de France, elle a pris de la dette et elle l'a fait pour le compte de la Banque Centrale Européenne. Chacune des banques de France, des banques centrales nationales doit en quelque sorte acheter sur son marché la dette que lui dit d'acheter la BCE. Bon, mais donc on doit porter, je sais pas, maintenant il doit y avoir 20 sans doute 30% de la dette française qui est détenue par la Banque de France. Donc vous pourriez dire, on annule cette dette, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas annuler aussi la dette détenue par la Bundesbank de la Banque centrale allemande les autres banques centrales ne sont pas dans une situation. Donc si la Banque de France est la seule, tu peux faire ça si tu as ton taux de change à toi. Tu t'en fous à ce moment-là. Bon, là, tu mets la Banque de France en déficit. Oui, tu fais une sorte de petit... Tu fais la Banque de France en déficit et puis le taux de change s'ajuste, j'en sais rien. Mais là, c'est pas nous qui contrôlons. On a perdu la possibilité du contrôle de la monnaie. Alors, il est certain que si nous, on se met à faire ça, la banque probablement d'Espagne va vouloir faire la même chose et la banque italienne aussi. Tous les pays du Sud qui mais alors les pays du Nord qui ont été bien gérés, ils vont dire que c'est une histoire de fou, quoi. Évidemment. Pourquoi on se met à... ça veut dire que le système bancaire européen, c'est-à-dire la conjonction des banques centrales, comme me disait un de mes clients qui était la Banque de France à l'époque, vous savez,
La BCE, c'est notre filiale. Ouais. Et alors, si ils font ça, si on fait... La question, c'est importante parce que si, mettons, la BCE, c'est la filiale de toutes ces banques, s'il y a 2 ou 3 maisons mères de la filiale qui sont dans une situation précaire parce qu'elles ont, elles ont plus de fonds propres, allez, ou elles sont en fonds propres négatifs, ce qui pour une banque centrale n'est pas très grave, mais enfin, c'est quand même. Qu'est-ce qui se passe dans les autres? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Je te donne un autre exemple. Il y a ce qu'on appelle les target balance, tu sais, ces espèces de trucs... Target 2, je vois très bien. Target 2, etc. Bon, c'est grosso modo, l'Espagne a beaucoup plus importé d'Allemagne qu'elle n'a exporté vers l'Allemagne, donc l'Allemagne se retrouve avec beaucoup de créances sur l'Espagne. Et on appelle ça les targets. Autrefois, il aurait fallu solder ça par des réserves de change. Oui, et on aurait vu sur la balance des comptes courants. Et on aurait vu la monnaie espagnole s'effondrer, etc. Bon, ben là, il ne s'est rien passé. Et donc, tu te retrouves, à la place d'avoir une baisse de la monnaie, la variable d'ajustement, ça a été une espèce de crédit que l'Allemagne s'est créé sur l'Espagne. Mais ce crédit, il vaut rien si on amène la dette à zéro. Tu vois, il est investi dans quoi? Il doit être investi en obligations de l'État espagnol, j'imagine. J'imagine que, quelque part, d'une façon ou d'une autre, la Banque centrale allemande doit avoir une position en obligation espagnole considérable. Et pourquoi on l'annule pas, celle-là? Peut-être qu'ils vont l'annuler aussi, mais dans ces cas-là... Oui, mais ça, je veux bien qu'ils l'annulent. Mais là, ça a été pour permettre, par exemple, l'achat de voitures allemandes par les Espagnols. La contre-valeur de ça, donc tu annules ça. Mais ça, tu l'as toujours dit pour la Grèce. Tu as toujours dit que les Allemands étaient dans une mer de noir, parce qu'ils avaient balancé de la BMW et de la voiture. Ils avaient pris du papier en échange. Et en fait, ils ont pris du papier en échange. Donc il y a un moment où celui qui a le problème, c'est celui qui a le papier, pas celui qui a la voiture. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a envoyé le BMW, on lui a envoyé de l'argent de la Banque centrale, et donc celui qui se retient en train de prendre le papier, c'est les pays créditaires. C'est pour ça que depuis le début, je dis, mais ce truc-là ne peut pas marcher. Comment? Et alors, ça peut pas marcher. Et les Allemands de leur côté, ceux qui ont le papier... Mais imagine que ce soit des fonds de pension allemands. Ah oui. Alors à ce moment-là, ils vont Parce que déjà qu'ils ont des problèmes à financer leur retraite, si en plus leur fonds de pension à côté commence à boire la tasse... parce qu'il est bourré d'obligations espagnoles ou grecques, ils vont mal le vivre. Ils vont mal le vivre, et donc c'est toujours ce que dit ton frère, c'est quand les Allemands sont dans la rue que les gens se font du souci en Espagne. Les Français et les Italiens, on s'en fout, mais les Allemands... Nous, on est en grève d'un jour sur 2. Donc voilà, donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a bâti une espèce de Frankenstein financier, avec des trucs, des machins partout auxquels personne ne comprend rien, personne ne connaît la fin de ce truc-là, et on se rend compte que ça marche pas, et personne n'a la moindre idée de la façon dont on peut bidouiller ce truc-là. Pour résumer, toi, il t'apparaît pratiquement impossible de faire un remboursement par tranche, et surtout, tu as l'impression qu'il n'y a pas de légalité pour ça. D'abord, il n'y a pas de loi, et c'est formellement interdit par les traités. Oui, mais ça, on sait qu'ils se sont assis dessus. Mais je sais bien qu'ils ont fait des obligations communes, alors que c'était complètement interdit par les traités, anticonstitutionnels en Allemagne, mais donc... Et s'ils mutualisaient la dette? C'est ce que, mais toi, t'as envie, toi, de... Ah non, mais moi, j'ai pas du tout envie, mais je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent nous fédérer. Madame van der Leyen va dire aux Allemands, vous allez payer pour les Grecs, pour les Italiens et pour les Français. Tu imagines l'enthousiasme. Ouais. Surtout quand eux-mêmes, ils commencent à avoir leur niveau de vie qui baisse fortement. Ouais. Donc, alors, ils étaient d'accord pour prendre des baisses de niveau de vie quand c'était pour réunifier l'Allemagne, parce que à l'époque... oui, c'était des Allemands, ça. C'était des Allemands, mais pour réunifier la Grèce, je sais pas si... Non, mais pour unifier la Grèce à l'Allemagne, ou l'Allemagne, c'est... Donc, je vais peut-être essayer de montrer deux ou trois graphiques pour essayer de... Moi, ce qui m'a le plus surpris dans ce qui s'est passé, c'est que Monsieur le maire avait l'air douloureusement surpris. Oui. Mais attendez une seconde, ça fait des mois, voire des années que c'est visible qu'on allait tout droit vers ça. Regardez, prenons le premier graphique, qui s'appelle France, taux de couverture des dépôts par la recette fiscale. Des dépenses par les recettes fiscales. Alors vous regardez, vous prenez dans la comptabilité nationale, vous prenez les dépenses de l'État, telles qu'elles sont reportées, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai juste pris les dépenses de l'État. Et puis, j'ai pris les recettes fiscales de l'autre côté,
telles qu'elles sont reportées dans la Constitution, et j'ai divisé les recettes fiscales par les dépenses, tu sais. Bon, ben, en 2006, quand le puissant génie Sarkozy, on était à 65%, on couvrait, allez, 35% étaient couverts par la dette, parce qu'on avait un trou de 60, on était à 35% de trou, quoi, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on est à 50% de trou, c'est-à-dire que les recettes de l'État couvrent la moitié des dépenses de l'État. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire, toi, tu serais un ménage. Mois après mois, tu dépenserais 2 fois ce que tu gagnes. Au bout d'un certain moment, ta banque viendrait te voir en disant, cher ami... Alors, les gens sont très drôles parce qu'ils te disent toujours, oui, l'État n'est pas un ménage. Tu dis, je veux bien, mais enfin... il doit balancer ses recettes et ses dépenses quand même. Hein. Il doit quand même balancer ses recettes et ses dépenses. Et à part tant de guerres, c'est-à-dire à part 14-18 qui arrivent, ou ainsi de suite, dans ces cas-là où tu peux faire un emprunt national en disant, oh là là, les gars, faut y aller tous ensemble. Non, puis là, si la survie de la nation est en jeu, mais ça s'est passé en temps de paix. Voilà. Et donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui justifie que toutes ces années, à chaque fois, on dépense 2 fois plus que ce qu'on devrait dépenser. En tout cas, ça fait pas quasiment... Et quand tu poses cette question, la plupart du temps, les gens à droite te disent « Oui, mais ça, c'est de la faute de la loi de 73, non, parce que sinon, on se financerait nous-mêmes. » Tu dis « Mais même remarque, parce que si on se finançait nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que la Banque de France ferait marcher la planche à billets, et qu'on se retrouve avec quoi? Une inflation galopante. Ben voilà. Ou alors, ça voudrait dire... dilué. Ou alors, ça voudrait dire que l'État prend toute l'épargne, et à ce moment-là, il n'y a plus rien pour l'investissement et notre niveau de vie s'écroule. C'est l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique. Donc, à aucun moment, l'État ne doit dépenser plus que ses recettes fiscales. Et il n'y a pas de loi de 73, il n'y a pas de Et c'est la base du libéralisme, parce qu'en principe, le libéralisme, c'est l'État doit financer ses dépenses par l'impôt. Et il n'a pas le droit d'emprunter. Parce que l'autre chose qui sous-tend ça, quand tu crées une dette pour qui? Pour tes enfants. Or, ils n'ont pas voté pour ça. Donc, encore une fois, la deuxième loi, c'est pas de dépenses sans représentation. Et là, ton enfant, à l'instant où cette dette-là est souscrite, ton enfant qui va devoir la rembourser, il est pas né. Donc, il n'a pas vu au chapitre de quel droit lui imputes-tu une dette alors qu'il n'a pas voté pour toi, politicien. Oui. C'est irresponsable. C'est pour ça qu'il devrait pas... dans une démocratie normale, si la dette devrait être inconstitutionnelle. Le déficit devrait être inconstitutionnel, ce qui voudrait dire que si vous voulez que l'État dépense plus, à ce moment-là, il faut que vous acceptiez l'augmentation des impôts. Et ça doit être voté par le Parlement. Et ça doit être voté par le Parlement. En assemblée plénière. Rien à foutre. Normalement, c'est la réalité. Donc, quand je vois que monsieur le maire est douloureusement surpris, je me dis, mais il se fout de la gueule de qui? Parce que, je veux dire, ça, c'est vraiment, vous mettez les dépenses sur les recettes, c'est quand même... ben alors, évidemment, la douloureuse surprise qu'il a, tu vois, c'est que ça recommence à baisser. On était tombé jusqu'à 42 pendant la crise, puis c'est remonté, et puis il se disait, bon, ben ça va remonter, enfin, continuer à remonter. Ça va remonter au taux de couverture de 0,5. De 0,55, un truc comme ça. Donc il se disait, on va rester sur l'espèce d'horizontale. Et puis, comme je me tue à l'expliquer, on est en train de rentrer dans une récession, donc les recettes fiscales commencent à baisser. Alors que les dépenses augmentent. Mais évidemment, à partir du moment où l'économie, c'est de l'énergie transformée, qu'on a arrêté à cause de la Russie de produire autant... Et qu'on a foutu en l'air EDF. Et qu'on a foutu en l'air EDF, et que notre industrie, on l'a vu, la marge brute d'auto-exploitation des entreprises n'a jamais été autant à la ramasse. D'où est-ce qu'il veut qu'une croissance apparaisse et qu'elle tire cette marge à la hausse? Il pense que c'est la... Alors, deuxième graphique, qui est tout à fait aussi, je comprends pas pourquoi il s'énerve, c'est que tout le monde me met... la dette en pourcentage du PIB. Oui. Ça s'appelle France en dette, pourcentage du PIB, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Et je dis, mais attendez une seconde, dans le PIB, il y a le PIB du secteur privé, ceux qui créent de la valeur ajoutée, et puis il y a le PIB du secteur public, qui par définition est en déficit. Sinon, on n'aurait pas ces trous. C'est celui que tu appelles ratio du secteur communiste. Voilà, c'est le secteur communiste. Bon, vous avez le secteur... Bon, mais si vous faites la dette sur ceux qui peuvent rembourser, c'est-à-dire ceux qui ont des cash flows positifs, c'est-à-dire le secteur privé, pas la totalité du PIB. Tu prends les gars qui sont solvables, allez. Et ben voilà le vrai ratio. T'es pas à 100% de dette du PIB, t'es à 200% de dette du PIB. Tu vois, mais c'est de la folie, quoi. Donc ça veut dire que
Si tu as des taux d'intérêt à 3%, ça veut dire que la quasi-totalité de la marge brute d'exploitation des entreprises, qui doit être à 6 ou à 8%, va aller au remboursement de la dette de l'État et qu'il n'y aura plus aucun investissement. Mais ils sont fous. Tu vois, ce que j'essaye de dire, c'est mais pourquoi sont-ils surpris? Tout accroissement de richesse aujourd'hui en France capturé par l'État. est capturé par la dette. Et il n'y a aucun moyen de faire autrement. Non. Et ça, tu l'avais dit, on l'avait dit dans cette étude-là, Oui. que vous retrouvez sur le site, Réussir sa désindustrialisation, qui vous explique bien par le menu pourquoi on va se retrouver dedans. 30 ans en arrière. Hein. Ça remonte 30 ans en arrière. On l'a publié en mars, avril, mai de l'an dernier. Bon, on est un an après et on dit, on n'est pas surpris. On vous l'avait dit, on vous avait dit que toute la richesse créée allait être capturée par les dépenses de l'État et qu'on ne pourrait plus financer cette dette. On y arrive, on se prend le mur de la dette, il arrive en plein, ils n'ont aucune idée. Bruno Le Maire publie un autre livre, il était formidable, hier il passait sur France Inter et il disait oui, je veux être proche des gens, je veux expliquer pourquoi c'est plus difficile de vivre aujourd'hui. Et alors parce qu'il est ministre. Le présentateur lui disait mais enfin, vous êtes aux commandes depuis 7 ans, comment vous pouvez dire ça? Genre, je veux leur expliquer qu'il y a une lumière, mais vous êtes ministre déjà. Mais d'où se permettent-ils de se servir de leur position où ils sont pour faire publier chez Grasset, Lafon, je sais plus chez qui il est. Bon, je trouve ça d'une indécence. Enfin bon, bref. Mais il a besoin d'avoir aussi quelques ressources supplémentaires, le pauvre garçon. Oui, le pauvre homme. Alors je vous en montre un troisième qui s'appelle France Commerce Extérieur, taux de couverture. Alors c'est une autre façon de présenter les choses. Les gens vous présentent la balance commerciale. Vous savez, on est en déficit, etc. Moi, je travaille de façon un peu plus simple. Je prends les exportations et je les divise par les importations. Donc, si le commerce est en équilibre, on est à 1 sur l'échelle de gauche, c'est-à-dire les importations. Donc, le pays vend autant à l'étranger qu'il achète à l'étranger. Tu vois, c'est 1. Donc, on regarde... En 98, c'est le moment où on a mis à peu près la loi sur les 35 heures, hein, c'était bien. Donc on s'est débrouillé pour que les entreprises françaises perdent de la compétitivité. On passe de 1,10, c'est-à-dire qu'on était largement excédentaire, à 1 boom. Puis arrive l'euro, et on se pète la gueule, et on tombe jusqu'à 0,85, où on est à peu près aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on achète à l'étranger, année après année, 15% de plus que ce qu'on vend. C'est-à-dire qu'on accumule de la dette vis-à-vis de l'étranger. C'est-à-dire que les gens nous font crédit. Je ne sais pas comment il apparaît dans les comptes, ce crédit, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français vendent beaucoup moins à l'étranger qu'ils n'y achètent. C'était une autre façon de s'endetter. Oui. Et cet animal, le maire, dit, regardez, ça marche très bien, les gens achètent notre dette. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est bien sûr qu'ils achètent notre dette, mais ça veut dire qu'ils vont prendre leur livre de chair petit à petit, par les taux d'intérêt, ils vont nous sucer. Et comment ça va se passer? Mais c'est ça me tue tout ça, parce que c'est tellement visible. Regardez le dernier graphique. Donc là, c'est quelque chose, vous connaissez j'ai bâti un indice des prix qui s'appelle l'indice le pouvoir d'achat des gilets jaunes. Donc, c'est simplement les prix des 3 choses importantes dans votre budget, dans la plupart des budgets d'ailleurs. 1/3 de nourriture, 1/3 d'énergie, 1/3 de logement. Tu vois, ça, c'est la ligne rouge. Et la ligne noire, c'est encore une fois, c'est grosso modo le salaire moyen par tête français. Donc, je mets ça base 100 au début de l'euro. Les hachurages gris, c'est donc la récession. Et vous voyez qu'aujourd'hui, depuis 2020 à peu près, les prix sont montés, ils sont à 192, donc on était aux alentours de 140, donc une violente hausse des prix des 3 choses indispensables, hein, la bouffe, la nourriture et la bouffe, l'énergie et le logement, et que le revenu moyen était en 76. Donc quand la ligne rouge est très au-dessus de la ligne noire, ça veut simplement dire que vous avez une baisse profonde du niveau de vie des gens les plus méritants, enfin ceux qui bossent, quoi, ceux qui se lèvent le matin, si j'ose dire. Donc, cette baisse du niveau de vie de 1,5% que j'annonce depuis 2-3 ans, elle est là, elle arrive. Donc, le niveau de vie des Français ne cesse de baisser. Petit à petit, ils se font ronger doucement. Ce qu'on dit, au départ, le 29 du mois, il n'y avait plus rien, ça commence plus rien dans le frigidaire, puis maintenant c'est le 27, puis le 26, puis le 24, puis le 22. Et donc,
cette espèce de mur de la dette se produit avec un appauvrissement profond des gens les moyens en France, quoi, de la classe moyenne, allez. Et c'est un drame, parce que c'était pas nécessaire, que c'est que des bêtises. Et donc j'arrive devant ça, je me dis, mais comment se fait-il qu'ils soient surpris ? Tu vois, ce qui m'étonne, c'était, ils ont dit, on est passé de 4,9 de prévision de déficit à 5,3. Mais ils se foutent de ma gueule. D'abord, c'est complètement faux, leur truc. Puis ensuite, mais d'abord, c'était certain que ça allait passer à 7. Donc, je vais essayer de résumer ce que je dis. Bon, alors, vous avez le déficit qui va être, mettons, de 5% du PIB. Allez, il dit 5,6. Oui. Tu mettons les 170 milliards de dollars qu'il va falloir refinancer, qui va s'ajouter à la dette. Oui, bien sûr. Bon. Puis il va y avoir à peu près, notre dette est de 3 000 milliards, donc mettons qu'il va y avoir 150 ou 160 milliards à refinancer au minimum, c'est sur la dette qui arrive à échéance. Ça fait 300, 320. Puis cette dette qui arrive à échéance, à la place d'avoir des taux d'intérêt de 0 ou 1%, comme elle l'avait dans le temps, ça va être 3 ou 4. Mm-hmm. Donc ça te rajoute encore 50 ou 70 milliards. Et je me dis, mais il va falloir qu'on trouve, je sais pas, 400 milliards. 400 milliards, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est 12% du PIB sur les marchés financiers. Mais comment on va faire ? Est-ce que ça passe ? Je ne sais pas. C'est ce que je me tue à dire aux gens, je ne sais pas. Je ne sais pas si les marchés financiers peuvent prendre ça, je ne crois pas. Alors si les taux d'intérêt réels montent, alors on rentre vraiment dans la trappe à dette rentre en surmultiplié, et à ce moment-là, on saute en 5 minutes, quoi. Donc on n'a plus aucune marge de manœuvre, mais plus rien. Et alors, quand je vois l'autre fou qui dit que maintenant on va envoyer l'armée à... Non, il va envoyer des mecs. Des mecs. Faut que j'envoie des mecs. Des mecs, corneaux, hein, des mecs, c'est des soldats, tes mecs. Non, mais c'est comme ça qu'il parle des soldats qui donnent leur vie à la nation. Il dit des mecs, faut que j'envoie des mecs. Mais comment mecs. Et il faut qu'il envoie des mecs. Bon, je n'ai pas remarqué, il n'a pas dit des filles d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat. C'est qu'en Ukraine... il y a que des mecs qui se font tuer. On va pas ouvrir ce débat-là alors qu'on est déjà sur le débat de la dette. Je te le laisse pour Léonard, celui-là. Moi, je dis, faut envoyer les femmes ménopausées. On n'a pas dormi depuis 4 ans. On a un mari qui ronfle. Ou un chien. On boit notre café noir. Oui. On sait conduire des trucs que tu sais pas. On sait réparer n'importe quoi et on est pleine de haine. Moi, je te dis, tu nous envoies là-bas. C'est bon, c'est bon. Je prends le premier tour de garde. Tu crois que les Russes vont filer devant ces harpies qui arrivent? Attends. On est organisé, on a des groupes WhatsApp. C'est pas une mauvaise idée, remarque. T'inquiète pas. Ça serait un... Donc, voilà, c'est vraiment un drôle de truc, parce que il y a des crises qui arrivent de façon un peu inattendue. Ouais. Tu sais, tu regardes, je sais pas, par exemple, de 73-74, il y a eu une guerre au Moyen-Orient, tiens donc, et puis d'un seul coup, les types, ils ont attrapé un coup de sang, ils ont monté le prix du pétrole, tout le monde a été surpris, tout le monde s'est retrouvé la culotte en bas, pour pas courir. Bon, bah là, c'est un coup de pas de peau, quoi. On remarque qu'il y avait déjà De Gaulle et Pompidou avaient pas mal développé le système nucléaire. Donc, il y avait des gens qui avaient réfléchi quand même, qui commençaient à mettre Bon, donc c'était un peu prévu. Là, c'est la crise la plus extraordinairement facile à prévoir que j'aurais jamais vue de ma vie et qui arrive de façon complètement certaine. Et les types me disent qu'ils sont extraordinairement surpris. Mais comment est-ce possible? Il n'y a pas un gars qui est capable de tirer un graphique à Bercy? Ils savent pas ce que c'est? Je pense. Mais je comprends pas. Je pense que. Alors, ça me rappelle, tu sais, quand les Guderian étaient passés par les Ardennes, là, à la place de passer par là où on l'attendait. Mais là, je comprends même pas ce qu'ils attendaient. Oui, parce que nous, quoi qu'il se passe, ça pouvait pas être bon. Il y avait rien à attendre. Il y avait, tu veux dire soit ils nous prennent pour des crétins velus et. Oui, mais même s'ils nous prennent pour des crétins, c'est eux qui vont devoir traiter ça. Et je pense que ils ont tellement l'habitude de passer par des sortes de formules magiques où tout s'arrange par des cabrioles. Oui, mais par des cabrioles à la fin de la journée, quoi qu'il en coûte. Voilà, et puis on s'arrange, puis comme par magie, il y a des choses qui arrivent et
ils font pas face aux réalités. Mais ce qu'on a discuté ici ça, une fois, je crois, c'est que ils vivent dans une espèce de monde magique. Oui. Et si quelqu'un leur rappelle le principe de réalité, qui est la base du gouvernement quand même, j'imagine qu'il leur renvoie ses chères études quelque part au fond du Gers ou je sais pas quoi. J'ai rien contre le Gers. Hein, non, c'est juste qu'on y est bien profond quand on y est profond, c'est tout. Quand on est là-bas dans le Gers au mois de novembre, on n'est pas près des centres de pouvoir, mettons. Le principe de limoger, littéralement, on t'envoyait à Limoges, qui est le début du sud-ouest. Oui. Et c'est parce que c'était pas là où ça se passait, quoi. Voilà, c'est ça. On t'envoie dans un endroit où on est certain que personne ne t'écoutera, et même personne ne... Voilà. Donc, alors, c'est la première des questions que je me pose, mais écoutez, vous voyez ça arriver depuis des années, des décennies même, et c'est peut-être aussi parce on leur a imposé, ou ils se sont imposés à eux-mêmes, une lecture du monde qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, que si l'État emprunte, c'est pour investir, dans je ne sais pas quoi d'ailleurs, et que donc la croissance va repartir. Donc, parce que quand tu regardes le graphique que j'ai tu vois les périodes assurées grises, c'est des périodes de récession. Mm-hmm. Donc la politique, dans les années 59, 60, 70, 80, il y avait pour ainsi dire pas de récession. Il y en avait très peu, elles étaient très légères. Mais depuis qu'ils s'occupent de la macroéconomie, on a des récessions tous les 2 ou 3 ans. Et à chaque fois, le déficit budgétaire explose, tu vois, le niveau de vie baisse. Donc, cette espèce de carcan européen, qui pour eux est absolument indispensable, a entraîné, par exemple par la fixation du taux de change, c'est ce qu'on montre dans cette étude, des récessions permanentes en France. Mmh. Donc, ils suivent une politique qui fait des récessions permanentes en France, tout en pensant que pour eux, c'est la seule politique qui est envisageable, parce que c'est les transferts de souveraineté à l'Europe, c'est notre président, il n'arrête pas de parler de souveraineté européenne, ce qui est un oxymore, ça n'existe pas. Et donc, ils ont suivi une politique qui était la destruction de l'économie française, de la nation française, etc. Et pour eux, c'est ce qu'ils cherchaient. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, depuis le début. Et maintenant, ils arrivent à leur résultat, qui est un appauvrissement général. Mais ça va se passer aussi dans les autres pays d'Europe, et ça va faire sauter leur rêve européen. Enfin, je sais pas, où il va y avoir une telle révolte des peuples, ou alors ils croient que les peuples vont se laisser taper dessus sans jamais se révolter. Parce que toute la thèse de mon livre, c'était que toutes ces saloperies-là, c'était volontaire. Hein. Est-ce que tu crois pas qu'il est capable de nous amener dans une guerre, justement, pour... c'est ce que font les crétins, toujours. Tu veux, quand les généraux argentins, quand ils ont commencé à perdre de pouvoir, ils ont été envahir les Malouines, là. Mm. Et puis ensuite, les colonels grecs, ils avaient envahi Chypre, pour le relier à la Grèce. Comme ça, les Turcs sont rentrés dedans et ont pris la moitié de Chypre. Donc, quand des gens complètement crétins sont arrivés à la contradiction ultime de leur politique, c'est-à-dire que ça échoue complètement, il est d'usage, en effet, d'aller taper sur le voisin. Ouais. Alors qu'ils aillent taper, je sais pas, sur l'Italie, ou sur l'Espagne. Non, mais là, tu vas pas taper sur la Russie, Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu sais bien ce qu'ils font. Ils expliquent que nos frères, les Ukrainiens, et puis tu as vu le général qui a dit il faut envoyer les fils et les filles de France, je sais pas quoi. Et tout. Tu te dis, mais pourquoi? Mais exactement, et pourquoi? Et alors, c'est drôle parce qu'en revanche, les jeunes sont complètement déconnectés de ça. Aujourd'hui... moi, j'ai vu Léonard. Lui, j'ai dit, alors Léonard, prêt à partir sur le front. Il était moyennement d'accord. Hein. Je pense que aucun jeune ne va aller se battre pour... D'abord, aucun jeune, mais en plus, si tu veux envoyer le contingent, mais il faut le former. Mais évidemment. Donc, il faut qu'il y ait... Tu leur colles pas un fusil en disant les zou. Si, peut-être dans les banlieues, ils sauraient. Il y en a qui savent se servir des armes là-bas. Je suis pas sûr que là... Je suis pas sûr que tu peux les envoyer là-bas. Je suis pas sûr que tu les enverras dans la bonne direction, qu'ils marcheront en ligne, et puis... Voilà. Donc, c'est que il faudra au moins 1 an pour former un contingent de façon à ce qu'ils puissent se battre. Bon. Puis les former aux armements, c'est très compliqué. Les canons, tout ça, les canons avec des drones qui sont reliés à des satellites,
C'est pas de la tarte. Ça va coûter un pognon de dingue qu'on n'a pas. Ça va coûter un pognon de... Mais on n'a pas les hommes pour les former. On n'a pas les hommes pour les former, on n'a pas les casernes pour les mettre dedans. On n'a pas les casernes. On n'a pas les cantinières, enfin on n'a plus l'infrastructure. Donc tout ça, ça demanderait un pognon dingue. Effectivement, on n'a plus le middle management qu'on avait à l'époque. Il y avait la moitié de l'armée française qui servait à former le contingent tout le temps. Quoi. Mais on n'a plus ça. Avec des gars qui savaient bien de crier dessus du matin au soir. Voilà. D'abord, ça sonnait à 6h du matin pour se réveiller. Pour rien foutre, le reste de la journée. C'est pas le tout de rien faire, faut encore le faire tôt. Voilà, c'était le cri de la guerre dans l'armée. Donc moi, quand j'ai fait mon service militaire, c'était une anecdote, mais enfin, je me baladais toujours dans la caserne à pied en portant des dossiers sous le bras. Quoi. Oui, avec l'air affairé. Avec l'air affairé, je marchais très vite. Ça, c'est le truc dans les grandes entreprises. Toujours prendre l'air rochant et avoir l'air de courir jusqu'à la photocopieuse. Oui, quelque chose. Il faut des papiers. Si t'as pas des papiers, ça marche pas. Bon, ben ça marchait très bien. On était très bien formés. Donc on tirait 2 ou 3 fois au fusil pendant 12 mois, c'était vachement bien. Je suis incapable de me servir d'un fusil aujourd'hui, alors pardon. Non, mais je te donnerai pas un fusil non plus. Hein. Vu déjà ce que tu es capable de faire avec un couteau. Oui, c'est ça, tout à fait. Charles, tu lui donnes 3 bourres de billard, il en perd une, il en casse 2. Donc c'est à peu près ça, oui. Donc, et en plus, alors, on a par contre 19 hommes qui sont des troupes d'élite, l'infanterie de marine, la Légion, les paras, qui sont des types au poil. Donc, t'as 19 000... La guerre que font la Russie et l'Ukraine, c'est une espèce de guerre de tranchées moderne où t'es enfermé dans des trucs et dès que t'en sors, t'as un drone qui te tue. Donc, t'as pas besoin de troupes d'élite pour ça, tu vois. Tu vas pas envoyer la Légion pour qu'ils se fassent tuer un par un sans jamais pouvoir tuer quelqu'un, quoi. Donc, tu te dis, on peut pas les former. Nos troupes, on les envoie... si j'ose dire, parce que c'est les meilleurs soldats du monde et mais il faut les garder bien au chaud parce qu'on sait jamais. Et donc tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller en Russie? Mais à quoi ça correspond? Mais pourquoi c'est... Et en plus, le type Zelensky, là, il a annulé les élections législatives, il a annulé les élections présidentielles, c'est peut-être pour ça qu'il trouve que c'est une bonne idée, d'ailleurs, notre président. Il se dit, il est bien ce garçon. Et en plus... Il a mis en prison la moitié des prêtres là-bas, parce qu'ils étaient plutôt favorables à la Russie. Donc, c'est tout sauf... L'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu au monde. Donc, on se précipite au secours d'une non-entité, d'une espèce de truc qui n'existe pas. L'Ukraine, vous avez les Ukrainiens au milieu, les Russes à droite, les Polonais à gauche et les Hongrois en bas. Donc c'est pas un vrai pays, c'est une de ces... Si tu veux, indépendamment de c'est un vrai pays ou ainsi de suite, moi je pense que, en tout cas, avant de précipiter tout le monde dans des endroits, il faut déjà se poser la question de est-ce qu'on a les moyens d'eux ? On ne les a pas. Et au-delà de ça, est-ce que c'est quelque chose que la population valide ? Donc, encore une fois, est-ce qu'on pourrait faire, dans ces cas-là, un référendum à minima, avant de s'engager dans une opération... Il faudrait faire un référendum d'initiative populaire sur est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on envoie des troupes ? Ça serait il me semble. Et ça serait quand même un minimum. Et puis, que la population soit un petit peu informée sur les tenants et les aboutissants du coût d'une telle pratique, de ce que ça va représenter pour nos vies. Parce que si on n'arrive pas à se refinancer, ce qu'il faut voir, et si on fait défaut sur une partie de la dette ou toute la dette, ça veut potentiellement dire aussi... notre niveau de vie, il se ratatine. Il se ratatine, c'est-à-dire on perd des points de PIB, on se retrouve dans un style de vie qui se rapproche des années 50. 60. Non, mais 60, parce que ce que j'essaie de dire, c'est que notre niveau de vie depuis des années, il y a le niveau de vie qu'on a gagné, et puis le niveau de vie qu'on a emprunté. Et si je reviens à celui du commerce extérieur, le niveau de vie emprunté, c'est à peu près 15%. Tu vois, puisqu'on couvre à peu près 85% de nos importations. Donc c'est à peu près 15%. Donc ça veut dire, à minima, une baisse de notre niveau de vie de 85%. De 15%. De 15%. Ce qui est monstrueux, ça s'est jamais produit dans l'histoire de France, pour ainsi dire. Ouais. C'est incroyable. Donc on se retrouverait à vivre, alors là, nettement moins bien que nos parents, ça voudrait dire avec un niveau de vie de nos arrière-grands-parents. Ça veut dire, bon, vous oubliez... 15%, tu retombes, grosso modo, c'est ça, au début des années 80. Allez. Ça veut dire que
Oui, mais on va... bon, alors toutes les administrations, on se retrouverait vraiment comme dans certains pays où il y a... Rester avec, dans ce cas-là, tu peux pas rester avec l'euro. Non, non. Parce que, je sais pas comment... Donc, parce que d'abord, la population va être ivre de rage. Les administrations vont plus fonctionner, parce que j'imagine que s'il y a un moment où les salaires des fonctionnaires vont plus être payés, donc il y a des government shutdowns, dans ces cas-là, les gens disent, bah moi je suis désolé, mais si je suis pas payé, je viens plus faire l'école. Mais encore, c'est toujours l'école, mais l'école, c'est une grosse dépense, mais je pense... Non, mais c'est pas eux qui coûtent le plus cher. Mais ça veut dire, tu peux plus refaire ton passeport parce qu'il y a plus d'employés à la mairie. Tu peux plus, enfin, toutes ces choses-là. Les routes sont plus balayées. La justice, les clercs, tout ça, oui, bien sûr. Déjà que les greffes va sortir une décision. Donc, ça veut dire qu'on arrive à un dysfonctionnement de l'État qui est devenu tellement obèse que les partis dont on a vraiment nécessaire dans l'État risquent d'être impactés comme les partis qui devraient l'être parce que ça ne sert à rien, quoi. Et à ce moment-là, je suis sûr que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper brutalement dans les dépenses qui font mal, c'est-à-dire les hôpitaux, etc. Pour dire, voyez, aux Français, si vous demandez à ce qu'on coupe des dépenses de l'État, ben, on va vous couper l'éducation, la santé, les trucs comme ça, parce que ça, les gens vont gueuler. Mais ils vont pas couper les transferts sociaux. Et ils le font chaque fois. Donc, mais est-ce qu'on peut être soigné plus honnêtement? On est déjà soigné relativement mal quand tu vas dans n'importe quel département d'urgence, et ça n'est pas nouveau, parce que moi, il y a 20 ans, j'avais eu un problème, je m'étais retrouvée pratiquement 24 heures sur une civière à attendre dans un couloir, et c'était le cas déjà il y a 20 ans. Et aujourd'hui, tu as des gens, pareil, qui attendent 36 heures sur des civières. J'ai vu qu'il y avait un maire de, je sais plus, à Châteauroux, je sais plus où, qui a dit aux gens de sa commune, n'allez pas aux urgences. Ouais. Aller à Limoges ou n'allez pas aux urgences de la... Oui, mais si c'est un accident de la route ou quoi, il t'amène là où il t'amène. Et donc, alors, je reviens un petit peu en arrière dans ma carrière, c'est que j'avais fait des graphiques tout à fait similaires à la fin des années 80 pour expliquer que l'Union soviétique allait sauter. Et tout le monde me regardait comme si j'étais quand même un grand malade, quoi. Mais là aussi, je disais, écoutez... ça marche plus, ça passe pas. Je veux dire, il y a des moments où tu dis, ben vous savez, vous essayez de faire, comme tu dis tout le temps, de faire rentrer un truc carré dans un machin rond. Je vois honnêtement pour la première. Ils peuvent relancer. Alors jusqu'à présent, on le rappelle, ce qu'ils ont fait, Monsieur Drey, ils ont remis de la dette et ils ont fait de la planche à billets. Ils ont fait ce qu'on appelle du QE, c'est-à-dire du quantitative easing, c'est de la planche à billets, de la planche à billets, de la planche à billets. Sauf que aujourd'hui, dans une situation d'inflation, ils ne peuvent plus refaire de la planche à billets. S'ils le faisaient, les Allemands, je sais pas, les Autrichiens, les gens raisonnables, les Danois diraient eh oh. Ah bah oui, parce qu'ils n'ont pas envie de se reprendre de l'inflation. Mais non. Donc, ça va pas. Et donc, alors, en effet, l'une des solutions, ce serait que la Banque Centrale Européenne se mette à acheter 200 ou 300 milliards d'euros de dette française. Mais en principe, elle est tenue, quand elle achète de la dette, d'acheter la même proportion de chaque dette. Ah oui, donc ça lui fait, il va falloir qu'elle... D'abord qu'elle achète un paquet, et ensuite, il y a peut-être des pays qui sont bien gérés, je sais pas, l'Autriche ou n'importe quoi, et qui n'ont pas de dette à vendre. Tu vois qu'ils sont en excédent. Prends la Suède aujourd'hui, ils sont en excédent. Ça, elle peut lui faire un bon pour, mais... non, parce qu'en principe, il faut qu'ils aient des tranches. Des tranches. Tu vas voir, ça, ils peuvent se voter des trucs. Si c'est des trucs entre eux, ils peuvent se voter des trucs. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, mais en même temps, ça veut dire que d'un seul coup, donc la masse monétaire va augmenter beaucoup en Autriche parce que les Français déconnent. Oui, ça va pas les amuser, ça. Ils ont peu d'humour sur ce genre de sujet. Non. Donc, encore une fois... j'arrive à un moment où mon incompétence ne dispute que mon ignorance. Tu me dis qu'il faut expliquer les choses dans l'économie, mais comment tu veux expliquer la connerie à ce niveau-là? Comment tu peux expliquer qu'on ait atteint ce niveau de déréliction Comment c'est possible? J'hésite entre incompétence et forfaiture. Je ne sais pas, mon cœur balance. Comment c'est possible? Comment nos institutions de contrôle, la Cour des comptes, je sais pas, le Conseil d'État, ont laissé cette espèce de forfaiture se produire comme ça, sans jamais rien dire. Alors, il y a des gens qui ont gueulé, tu vois, il y avait eu le rapport Pébro il y a 20 ans, il y en avait eu plein, et il ne s'est jamais rien passé. Donc, quel a été le groupe de pression qui a fait
que ça ait continué comme ça. Pourquoi? Et c'est pas la gauche ou la droite. C'est ce que j'appelle les petits hommes gris. On a été gouverné par des petits hommes gris crétins. Moi, c'est juste des faisans, tu sais. C'est juste des faisans. C'est juste. Et ça pose une question, c'est, encore une fois, sur la démocratie représentative. C'est-à-dire que, comme ils ont capturé tous les moyens d'amener des gens au pouvoir, tu sais, en fait, on vote pas. On vote pour des gens qu'on nous a désignés. On l'a très bien vu. D'un seul coup, on a vu arriver M. Macron que personne connaissait avec 45 couvertures de magazines, etc. Ça a été très bien fait. Un aéropage, on a liquidé Fillon en 5 minutes. Hop. Bien. Ça a été fait, mais qui sont-ils et pourquoi et comment saura-t-on un jour la vérité? Est-ce qu'il y aura un jour des commissions d'enquête? Est-ce que... Non, ça, je crois pas du tout. Retailleau, je crois, avait fait une très bonne analyse sur Alstom, là, quand il était... Oui, mais... et c'est jamais sorti. Oui, mais les Républicains, on les voit plus. On les voit plus, on ne sait pas où ils sont. Et puis, si des vieux de la vieille, comme Rachida Dati, sont passés chez Macron, c'est qu'elles se disent, il n'y a plus rien à tirer de ce côté-là, ils feront plus rien. Évident, en anglais, on dit it's a dead man walking, et c'est vraiment un homme mort c'est un zombie qui continue à marcher. Aujourd'hui, la France, c'est une économie zombie. Qui n'a plus de... Et les partis politiques aussi. Les partis politiques aussi, mais l'économie sous-jacente. Et donc, tu te dis, et je pense que, et c'est là où, bien sûr, les marchés financiers sont un peu trompeurs, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit souvent ici, mais il y a une quinzaine de grandes entreprises françaises qui sont depuis longtemps sorties de ce piège. Mm-hmm. Donc, évidemment, elles montent dans la bourse de Paris, parce que c'est une façon, si toi, tu as du fric en France, tu te dis... Bon, ils ont bien investi à l'étranger pour moi, maintenant j'achète ça, et quand il y aura le drame, je serai investi chez des gens qui sont pas, quoi, donc. Mais je pense au patron de PME. Lui, il n'a pas pu aller ouvrir des bureaux à Hong Kong, hein. Donc, lui, ça, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils m'interpellent souvent sur les réseaux sociaux en disant oui, vous dites que le pays va mal, mais comment vous expliquez que la bourse du CAC 40 surperforme? Je leur dis mais ça n'a absolument rien à voir. 65% des profits de la bourse aujourd'hui sont faits en dehors de France. Voilà. Donc, et c'est marrant, les gens continuent à dire mais voyez bien que l'économie va bien, le CAC 40 surperforme. Je dis alors là, je sais même pas par où commencer pour vous expliquer que c'est tarte ce que vous dites. Voilà. C'est comme il me disait, c'est comme s'il pensait que toutes les ventes de LVMH sont faites dans rue du Faubourg Saint-Honoré ou d'Hermès. Ben non, les gars, c'est là où ils ont de magasins parce que c'est là qu'ils ont commencé. Mais 90% de leurs ventes se passent en Chine, en Amérique, partout, quoi, sauf en France. Et c'est pour ça que aussi l'idée de taxer les profits d'LVMH est complètement idiot, parce que ces profits ne sont pas réalisés en France. Donc, il doit y avoir des accords de double imposition. Voilà, il y a des accords de non-double imposition, et je ne vois pas par quel moyen l'État pourrait capter ça. Alors ils me disent, oui, mais regardez, les États-Unis imposent bien des citoyens américains où qu'ils soient. Je dis, encore une fois, rien à voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des tas de citoyens américains qui sont en train d'essayer de perdre leur citoyenneté aussi vite qu'ils peuvent. Et là, je pose une question. C'est pas parce que vous êtes né citoyen français que ça donne le droit à une série d'incompétents notoires comme ceux qui nous gouvernent de vous taxer quand vous êtes en dehors de France. Qu'est-ce qui leur donne le droit légitime d'aller prendre le produit du travail d'un type qui est tellement énervé qu'il a quitté son pays? Par ailleurs, quand bien même, encore une fois, la merde dans laquelle on est n'est absolument pas due à je ne sais quelle évasion fiscale ou je ne sais quelle non-captation des super profits des riches. On est dans la merde parce que ces gens-là ne savent pas nous gérer. Donc même si vous captiez 100% de la richesse créée, ça nous sortirait pas de la mouise. Mais en plus, la pression fiscale aujourd'hui en France est la plus importante du monde. On paye aujourd'hui... C'est pas comme s'ils nous taxaient pas, on est taxés comme des fous, donc il y a pas de problème d'évasion fiscale. C'est simplement complètement idiot. Donc dire, comme le dit Monsieur Minck, j'ai un grand moment de lassitude, qu'il faut augmenter les impôts, qui me montre un cas dans l'histoire, augmenter les impôts sur les riches a fait baisser le déficit budgétaire. Ouais. Jamais, parce que les riches, ils ont des tas de façons. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à des amis socialistes il y a très longtemps, qui me parlaient du mur de l'argent. C'était la grande expression de Léon Blum. C'était très, très mal vu, le mur de l'argent. Et j'ai dit, mais l'argent, c'est liquide, ça passe sous les portes, ça rentre dans les fenêtres, ça sort de partout.
Non, mais ça, c'est le principe. Montrez-moi un mur de 10 mètres, je vous montrerai une échelle de 11. Ça s'appelle des fiscalistes. Donc, voilà, c'est tout. Bon. Et en plus, si un métier qui est rasoir, c'est celui d'être fiscaliste. Alors, oui, mais je pense qu'il y a une certaine satisfaction à trouver des trucs auxquels tu penses pas, oui. Ouais. Mais en tout cas, le client est content, lui. Le client est content. Après, il y a deux métiers. Il y a fiscaliste pour quand tu tapes des contrôles fiscaux et tu dis oui, mais l'alinéa C du V24, bon, ça c'est voilà. Mais trouver des trucs, des optimisations, ça doit être marrant. Ça doit être assez satisfaisant. Donc, encore une fois, nous nous trouvons devant un monde. L'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que il y a un économiste qui s'appelait Keynes qui a dit quand il y a une récession, c'est-à-dire une barre grise ici, il est bon que l'État dépense pour relancer, bien sûr. Relancer. Bon, alors. Et puis, donc, je l'avais dit d'ailleurs Hayek, il lui avait dit vous allez permettre le déchaînement des dépenses étatiques. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé avec. Je crois que les Suisses, dans leur grande sagesse, n'ont sans doute jamais entendu parler de Keynes. C'est parce que eux, ils n'ont jamais fait de relance. Et du coup, ils se portent très bien. Mais enfin, c'est un détail. Et il y a un autre économiste qui s'appelait Minsky, qui disait le problème, c'est que du coup, ça crée de la dette. Et qu'à un moment, on a une crise financière parce que les gens ne peuvent pas rembourser la dette. Alors, c'est ce qu'on appelle le Minsky Moment. Le Minsky Moment, donc à ce moment-là, la solution, c'était que l'État arrivait avec un gros bilan et garantissait la dette du secteur privé. Comme ça, il n'y avait pas de liquidation forcée, donc c'était très bien. Donc, la combinaison Keynes plus Minsky a marché depuis 20 ans, 30 ans, très bien. On arrive maintenant où si tu mets le bilan de l'État, c'est une passoire, il ne sert plus à rien. Non. Donc le vrai moment, c'est maintenant, c'est le bilan de l'État, le machin qui est énorme. Ça va être le privé qui va devoir faire le Minsky Moment pour garantir l'État. mais t'as pas tort. Mais c'est ce qui risque d'arriver, mais je commence à voir quelque chose qui m'amuse, c'est qu'il commence à y avoir des obligations émises par le secteur privé qui commencent à avoir des taux inférieurs au taux de l'État. Ouais. C'est ce qui ne s'était jamais produit. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu te dis, il vaut mieux que j'achète une obligation d'Air Liquide ou de LVMH que d'acheter une obligation de l'État français. Ouais. Et c'est vrai. Donc, oui. Et c'est vrai. Donc, on est en train de réintroduire dans le marché financier l'idée que l'État peut faire faillite. Et ça, c'est une notion qui avait complètement disparu. Personne n'y croit. C'est intéressant. Et oui, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que quand je dis sur leur portefeuille, tous ceux qui reçoivent de l'argent de l'État, comme c'est de l'argent emprunté, c'est pas de l'argent gagné, c'est pas un vrai chiffre d'affaires, c'est pas des vrais profits. Donc, essayez d'être investi simplement sur les gens qui vendent à des vrais gens et qui touchent du vrai argent. Tu vois, c'est tout le portefeuille de l'idéal, c'est sur cette idée. Surtout, vous n'allez pas investir dans des gens qui touchent de l'argent qui a été emprunté par un autre. Voilà. Bah écoute, je pense que c'est une assez bonne conclusion. Oui. On a fait un joli petit tour de la Bérésina. Oui, mais encore une fois, il faut quand même dire aux gens, ce que tu allais dire, c'est que je suis pas du tout certain que je comprenne. Parce que c'est tellement monstrueux ce que je dis que écoutez, comment... Non mais alors moi j'ai une grande certitude, c'est que si toi tu comprends pas, alors eux ils comprennent sûrement pas. Oui, mais je comprends pas quelle est la sortie. Oui, non mais oui. Je comprends pas quelle est la sortie. Mais quand ils ont fait cette politique, ils savaient qu'on arriverait là. Non, je pense pas. Tu vois pas ? Moi je pense ils se sont dit on passera toujours. Ça passera toujours et puis après moi le déluge. Ils sont complètement, ils ont aucune, après moi le déluge, ils ne pensent pas à l'action d'après. Je pense qu'ils pensent leur coup, sauf en termes de com, ou alors là, c'est vachement nanana. Mais sinon, le reste, c'est absolument pas des gestionnaires. Parce que comment quelqu'un peut-il mener une politique dont la fin ultime est un désastre ? Tu vois, c'est quand même une question. Et ils arriveront toujours à trouver un lampiste sur lequel ils mettront. Alors là, ils essaient la guerre. Et puis, si ça marche pas, peut-être qu'ils tourneront Cosaque en disant c'est le grand capital, ou c'est ceci, c'est cela. Kazakh.
Kazakh, pardon, que ce jeudi. Cosaques. Tu sais qu'à notre époque... On n'a rien contre les Cosaques. On n'a rien contre les Cosaques. Mais tu sais, à notre époque, à partir du moment où on peut jeter l'eau propre... C'est ça, il y a des mots quand même qui se ressemblent. Il y a des mots, il y a le poteau rose, littéralement pot, voilà. Oui. Et attends, c'était quoi l'autre qui m'avait fait beaucoup rire aussi? Jeter l'eau propre, je l'ai vu, mais c'était une ministre qui l'a dit. C'est une ministre qui l'a dit, c'est pour ça que c'est drôle. Et puis il y a le fameux passer du Coca Light. Oui, passer du Coca Light, oui, ça c'était très bien. Ça, je l'aime beaucoup aussi, ouais. C'est aussi sot que grenu. Ouais. Celle-là, je l'aime Mais bien jeter aussi. l'eau propre, c'est tu te dis venant mais d'une ministre, c'est... Mais c'est quand même étonnant, oui. Mais un jour, c'est aussi sot que grenu, les gens m'ont regardé, ils se sont dit... Mais... Oui, parce que parfois on a des expressions familiales et quand on se rend pas compte qu'on les dit et les gens nous regardent un petit peu... Ils disent, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce que... Oui. Ou est-ce qu'il fait de l'eau propre? Ouais, c'est ça. Enfin bref, voilà, je comprends pas. Ah oui, c'est ça que j'aime beaucoup. Je ne serai pas votre bouquet mystère. Votre bouc émissaire. Votre bouquet, un bouquet de fleurs mystère. Ah oui, bouc émissaire, oui. Je ne serai pas votre bouquet mystère, monsieur. Ah oui. Et donc, ils n'ont pas entendu parler du sacrifice de Jacob, ou je ne sais plus quoi, c'était à part Abraham, bref. Ils sont quand même, le bouc émissaire, c'est quand même un vieux truc. Ah bah oui, Une c'est pensée très... pour René Girard, tiens. Une pensée pour René Girard et pour nos amis girardiens. Voilà, il y en a partout. Mais ça, ils en trouveront des bouquets mystères. Oui. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un joli petit tour de dépression de ce qui nous pend au nez. Non pas que ça nous fasse plaisir, mais parce qu'on comprend pas comment ça va se passer. Je pense que eux ne comprennent véritablement pas ce qui va se passer. Et on est bien dépités. Et on aimerait vous expliquer ce qu'il faut acheter, vendre et tout, mais là, je dis simplement, à mon avis, ça, il y a des crises, il vaut beaucoup mieux les regarder de loin. Et aujourd'hui, le capitalisme vous permet d'avoir une partie de votre argent, vous pouvez rester vivre en France tranquillement et l'avoir dans un endroit qui va pas douiller quand ça va se passer. Donc, c'est peut-être aussi une idée, c'est d'avoir, je sais pas, de l'or, de l'obligation chinoise. Quand tu dis de l'or, est-ce que tu dis de l'or physique ou des titres en or? C'est très difficile l'or physique parce qu'il y a, je crois, on va renseigner, je vais me renseigner, ça, je vais demander à des gens de le regarder, ça, c'est, voilà. Je crois qu'il y a un on vous fera une petite note sur ça. Une petite note. Je crois qu'il y a surtout dans notre prochaine université. Parce qu'on va lancer cette université de l'épargne quand même. Voilà, ça va s'appeler l'université de l'épargne. Parce que personne dans ce foutu pays ne vous a appris à gérer votre épargne. On devrait avoir des cours au lycée. On devrait avoir des cours au lycée? Bah écoute, ce serait quand même plus utile que de faire des pots en macramé comme moi on m'a appris. Non seulement c'était moche, maman voulait pas les mettre et ça me faisait mal aux doigts. Et Dieu sait que j'en ai fait des pots en macramé. Donc comme ça, tisser des trucs comme ça, on en est plein à la jute, ça faisait mal. C'était insupportable ce truc. Avec les profs de TM. Et moi, je me souviens d'avoir une vieille amie de ma mère qui était un jour, c'était quand les taux d'intérêt étaient à 17%, heureuse époque, qui m'avait dit « Charles, vous avez l'air de comprendre ces choses-là. Expliquez-moi, moi j'ai un compte d'épargne, les taux d'intérêt sont à 15%, je trouve ça très bien. Pourquoi les gens disent que c'est très mal ?» Et elle avait raison. Oui. Pour elle, c'était très bien. Pour elle, c'était très bien. C'est sûr que si tu voulais emprunter pour faire une seconde crèmerie, c'était moins bien. Mais c'était pas son cas. C'était pas son cas. Elle était rémunérée à 15% sur l'épargne qu'elle déposait. Voilà, donc elle trouvait ça très bien. Elle était très contente. Elle était très contente. Voilà. Voilà, comme quoi, dans la vie, il suffit de savoir où on se situe du côté de la barrière. Exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine, avec grand plaisir, en présence de notre DAF préféré, qui a été sage, même s'il a un petit peu ronflé. Il a un peu ronflouné, mais bon, c'est notre DAF préféré. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission passionnante. Voilà. À très bientôt, merci. Bien sûr.